Les amis, bonsoir, petite vidéo détente ce soir où on va setup en fait une nouvelle install d'une Windows 10 pour tout simplement du développement web. Donc pour ça on va voir un peu quels outils on va installer. On va déjà commencer par ouvrir son navigateur. Donc je vous ai dit, je viens de l'installer, donc pour l'instant il n'y a rien de chez rien. J'ai encore d'ailleurs des applications qui sont en train de s'installer ici. Il est en train derrière de tout faire. Pendant qu'il fait ça, voilà, on va commencer déjà à installer des apps. Premièrement, est-ce que j'ai accès au Microsoft Store? Parce qu'en fait on va installer le Windows Terminal qui est un super terminal. Avant, quand je développais sur Windows, parce que j'ai eu une petite période où j'ai développé sur Windows, hormis le fait que j'ai passé énormément de temps sous Linux et ici sur Mac, le peu que j'ai développé sur Windows, j'ai utilisé CMDER et après, dès que j'ai appris que le Windows Terminal était sorti, j'ai direct foncé et je l'ai testé et franchement c'est un super terminal. Donc on va voir pour l'installer, le terminal de Microsoft, rien de plus simple. On ouvre le Microsoft Store, on tape Windows Terminal, on clique sur installer et hop, on installe le Windows Terminal. Là ça démarre, il installe. Pendant ce temps-là, on va installer d'autres logiciels. Donc on va installer un gestionnaire de paquets. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un gestionnaire de paquets, en fait c'est un petit utilitaire qui va vous permettre de facilement installer des programmes quand vous développez, de les mettre à jour. Dans le cas de Windows, donc le logiciel ici présent, Scoop, va vous permettre en fait d'installer une version portable, ce qui fait qu'elles ne vont pas commencer à chipoter, à rajouter des clés de registre. Donc elles vont vous laisser un système assez clean. Donc c'est bien pour installer certains logiciels. Tous les logiciels malheureusement ne peuvent pas être installés en portable, mais beaucoup comme 7zip, Git et ainsi de suite. On va voir un peu comment ça s'installe. Donc pour installer Scoop, vous vous rendez dans le lien de la description, je mets tous les liens des logiciels, ou si vous ne voulez pas aller dans la description, ce que je peux comprendre, vous tapez Scoop GitHub, vous allez sur la page Scoop, vous allez tout simplement copier cette ligne-ci ou la ligne là-bas qui est beaucoup plus petite. Donc on va dans le Windows Terminal, il m'a dit qu'il me l'avait installé. Donc on se retrouve avec un terminal qui est PowerShell. Faites bien attention, vérifiez bien que c'est PowerShell parce que la ligne qu'on va copier, elle, c'est pour le PowerShell. Donc on va l'exécuter. Donc ok, il dit que je ne peux pas lancer le script tout simplement parce que voilà, c'est une nouvelle machine. J'ai pas encore configuré certaines choses et là il me dit que j'ai besoin de configurer ceci. Donc voilà, on va lancer ça, pas de problème. Voilà. Et là on voit, donc il initialise Scoop, il le télécharge, il l'extrait, il est en train de tout configurer. Donc là normalement si je fais un scoop-version scoop, donc il me dit le terme Git n'est pas reconnu. Ça veut dire qu'il va falloir installer Git. Pour l'instant on a juste installé Scoop. Donc, on va installer sudo. En fait sur Linux, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Linux, ou sur Mac aussi, vous avez un petit utilitaire qui est sudo et c'est quand vous voulez passer en mode administrateur comme c'est le cas sur Windows en fait, il va falloir faire sudo et votre commande, et là il va vous demander votre mot de passe. Et vous allez exécuter la commande en fait en tant qu'administrateur. Donc pour lancer uniquement cette commande là en mode admin, je vais faire sudo la commande et ensuite je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir qui va me dire voulez-vous lancer cette commande en mode admin, et là je vais lui dire oui. Donc je copie juste ça, je vais installer sudo, vous voyez ça s'installe super rapidement avec Scoop. Là je vais pouvoir installer 7zip, Git, OpenSSH très facilement. Qu'est-ce que je veux faire ça? Oui, donc là vous voyez on a tapé sudo, si j'ai pas tapé sudo, il m'aurait pas proposé cette petite fenêtre qui va me dire voulez-vous installer ces logiciels là. Donc là il me les installe de manière globale. Global ça veut dire que ça va être installé pour tous les utilisateurs de la machine, pour ça qu'il a demandé mon mot de passe d'administrateur. Donc vous voyez c'est les versions portables que Scoop installe. Donc ça ne fonctionne pas avec tous les logiciels, il faut des logiciels portables. Bon, ensuite vous pouvez lire la documentation, il y a des choses hyper intéressantes sur Scoop. Vous avez ce principe de bucket en fait, c'est un peu des dépôts. Donc on a le dépôt classique avec les trucs de base. Ensuite, on a le dépôt extra. Donc, le dépôt extra, qu'est-ce qu'il a? Il a plein de logiciels. Donc, je crois qu'il faut juste cliquer sur Bucket tout simplement. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez tous les logiciels impec. J'ai Git qui est installé. Si vous ne savez pas quelle commande taper, vous pouvez taper Scoop Help et vous aurez la liste des commandes si vous voulez avoir de l'aide sur une commande. Donc là, on l'a vu, on a déjà vu la commande install pour installer un logiciel. Vous pouvez installer un bucket en faisant Scoop Bucket add et le nom du bucket. Donc si je veux rajouter extra, j'ai qu'à faire Scoop Bucket Add Extra. Je peux installer beaucoup plus de logiciels depuis ce repo tout simplement. Donc on peut faire clean-up pour supprimer les anciennes versions, on peut changer certaines configs, on peut créer des manifestes d'application. Donc là c'est si un logiciel qui n'est pas sur Scoop, c'est un petit fichier JSON qui va vous créer, que vous pourrez ensuite rajouter sur leur dépôt en faisant une pull request, et vous pourrez comme ça rajouter des logiciels, même s'il y en a déjà pas mal, donc j'ai pas encore eu à le faire. Mais vous pouvez le faire. Donc ensuite vous
pouvez rechercher avec Scoop Church, et on peut taper un logiciel, par exemple, vous recherchez Audacity, vous pouvez rechercher Audacity. Ensuite, vous pouvez faire Scoop Virus Total si vous voulez vérifier que si exécutable, donc pas de virus. Vous pouvez mettre à jour en faisant des Scoop Update. Donc voilà, on va essayer de faire une mise à jour tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai recherché Audacity, vous voyez qu'Audacity se trouve dans le repo extra. Donc tous ces logiciels-là, les logiciels vraiment basiques, voilà, c'est sur le dépôt main. Tous les autres, plus utilitaires comme Audacity et ainsi de suite, se trouvent plus sur le dépôt extra. Donc là, on va voir pour faire une mise à jour. Donc moi, je vais faire la commande Scoop Update étoile. Et si jamais il y a des applications qui sont à mettre à jour, il va les mettre à jour. Là, on vient d'installer, donc forcément, il n'y a rien à faire. Et il dit, si tu veux plus d'informations, tu fais Scoop Status. Si vous voulez savoir où une application est installée, comme Git, on peut faire Wish comme sur Linux. Et il nous dit, voilà, Git, je te l'ai installé dans Programme Data, Scoop App Git Current. Alors, pourquoi dans Programme Data et pas dans votre dossier utilisateur? Tout simplement parce que Git, on l'a installé avec le flag global, donc forcément, il est installé dans Programme Data. Ensuite, dans toutes les options qu'on a, on peut faire des alias, on peut vérifier les dépendances d'une application, on peut exporter la liste des programmes qui sont installés sur notre machine. Donc ça, c'est très pratique parce que du coup, si jamais vous voulez installer de nouveaux Scoop avec tous vos logiciels sur une nouvelle machine, vous pouvez reprendre votre fichier finalement que vous avez exporté sur l'ancienne et réinstaller sur la nouvelle les logiciels qui se trouvent vraiment dans le fichier. Vous réinstallez tout et vous vous retrouvez avec une machine avec tous vos logiciels en quelques temps. Vous tapez votre commande, vous le laissez travailler, ça fait le taf tout seul. Donc là, voilà, on a installé notre petit Git, le terminal et ainsi de suite. Maintenant, on va plus passer sur un éditeur de texte pour pouvoir développer, c'est quand même plus pratique. Alors pour ça, Ninite ici, c'est très pratique. C'est un peu comme Scoop, sauf que là, on est vraiment sur des logiciels qui vont se mettre à jour par eux-mêmes. Donc dès que je veux installer des logiciels qui se mettent vraiment à jour tout seul, je passe par là, c'est plus simple, je les coche, il me les télécharge, il me les installe tout seul, je me prends pas la tête. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, l'éditeur que je vais installer, donc c'est Visual Studio Code sur Windows, c'est vraiment la référence parce que tout simplement Windows fait tout pour qu'on puisse avoir la même expérience de développement sur Windows que si on était sur un Linux ou sur un Mac. Donc ce qui est vraiment génial grâce à WSL, on va voir, on va tout simplement l'installer dans cette vidéo. Donc pour ça déjà on va installer le logiciel dont on a besoin, donc les navigateurs, voilà. Vous êtes développeur, au moins Chrome et Firefox, ainsi qu'Internet Explorer. Pourquoi Firefox? Vous avez besoin de faire du CSS. Vraiment, Firefox, il a les meilleurs outils pour débugger et faire du développement au niveau du CSS. Après, pour tout ce qui est JS, j'utilise beaucoup Chrome. Si jamais je veux développer une app React, Vue.js, Angular, on va clairement passer par Chrome. Mais sinon, pour tout ce qui est CSS, là, je passe par Firefox, qui est vraiment un outil incroyable. Donc sinon, voilà, vous pouvez, si vous voulez installer Zoom pour faire de la conférence, Discord et tout, voilà, vous pouvez les cocher. Pareil qui passe pour gérer vos passwords. Si vous avez besoin de VLC et tout ça, vous pouvez passer par ici. Moi, le logiciel que j'utilise n'est tout simplement pas disponible. Non, je ne le vois pas. Vous pouvez installer Java. Donc là, moi, j'en ai pas besoin. Que j'ai surtout besoin, c'est de Visual Studio Code. On va rajouter également Notepad++, qui est un super éditeur, très pratique avec de chouettes raccourcis qui permettent d'éditer rapidement un fichier. Je fais clic droit, ouvrir avec Notepad++, on le modifie en vitesse et boum, on n'a plus à y penser, c'est fait. Et je vais installer WinSCP pour gérer mes serveurs WinSCP. Vous pouvez l'installer de là. Mais c'est vrai que maintenant je passe par ce petit store tout simplement. Je peux l'installer et il va se mettre à jour tout seul, c'est ça qui est bien. Au moins je peux gérer tout ce qui est SFTP, FTP, S3, WebDAV, SCP. Voilà, donc de mémoire, pour l'installer depuis le store, il est payant. Mais si vous passez par Ninite, il est gratuit. Donc cochez-le et vous l'avez. C'est un peu comme un Putty, mais il est même complémentaire à Putty, parce que de mémoire, vous pouvez ouvrir Putty depuis le logiciel. Donc ici, je vais faire Get Your Ninite. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Ninite, mais je pense que beaucoup le connaissent, ça va me donner un installeur. Je vais le lancer. Donc là, vous voyez, on va cliquer sur ouvrir le fichier. Je l'exécute. Et en fait, il va me télécharger les logiciels dont j'ai besoin. Il va me les installer tout seul. Tout va se faire sur ma machine. Il va me dire, voilà, est-ce que tu veux? Oui. Et là, on attend. Il télécharge Firefox, puis il va télécharger Chrome et VS Code. Je regarde juste. Donc là, voilà, j'ai déjà WinSCP qui est installé. WinSCP qui est très pratique si on vous demande de traiter, je sais pas moi, sur le FTP d'un client, un serveur Amazon S3 ou ainsi de suite. Vous pouvez facilement vous connecter, sauvegarder vos connexions, vous reconnecter plus tard. Donc c'est vraiment très pratique. Pour tout ce qui est base de données, alors là, vous avez le choix. Moi, je passe par Table+, un super outil
vraiment, qui est gratuit et supporte du MongoDB, du SQL Server, MySQL, Postgre. Il est gratuit, mais vous ne pouvez avoir que 2 onglets et ensuite une version payante qui arrive au même prix que DataGrip. Pourquoi je l'aime bien? Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus rapide que DataGrip. DataGrip est très lourd. DataGrip est pour moi le meilleur logiciel SQL et je crois que beaucoup de développeurs vous le diront parce qu'il supporte déjà tout direct. Pas besoin de se prendre la tête, on rajoute les bases de données, on travaille dessus directement. Le souci c'est qu'il est lourd. Il est lourd, il est lent. Même sur une bonne bécane avec un bon processeur, un i7, un i7 6 Weaker avec 16 ou 32 Go de RAM, ce logiciel reste lent, c'est incroyable. Mais après, il est exceptionnel. Donc c'est un choix. Si jamais vous ne le fermez pas, vous pouvez le laisser tout le temps ouvert et il n'y a pas de problème. Mais si vous avez besoin, si vous fermez ou ouvrez souvent votre logiciel, moi finalement j'ai fait le pas, je suis passé par Table+, et Table+, est quand même bien mieux. Il est plus léger, je me prends pas la tête, je peux faire vite des modifs, aller sur telle table, c'est beaucoup plus simple. Donc si vous voulez vraiment, je vous conseille Table+, de toute façon il supporte les types de bases de données avec lesquelles vous avez travaillé, comme SQL Server, MySQL, Postgre et Amazon, c'est les DB qu'on rencontre le plus en entreprise, également Redis, donc voilà. Il y a une version Linux qui arrive de cet outil, pour l'instant il supporte pas grand chose, il y a une version sur Mac, en fait il développe les 3 versions séparément, comme ça c'est beaucoup plus pratique en fait, c'est vraiment génial parce qu'on a vraiment des outils qui sont faits pour le système d'exploitation. Ils consomment rien, très rapide, mais du coup le seul défaut c'est que suivant la version qu'on utilise, suivant le système d'exploitation, on n'a pas les mêmes supports pour les bases de données. Donc par exemple ici on n'a pas le support de Mongo, alors que si vous avez la version sur Mac, là vous avez plus de support comme la version Mongo. C'est pas un souci, temporairement on va installer un autre logiciel qui est Robot 3T. On va pouvoir l'installer avec Scoop. C'est là que je vous dis que Scoop quand même il est terrible. Donc c'est Robot 3T. Voilà, et c'est là que Scoop va montrer toute sa puissance, c'est qu'on se prend pas la tête. On va installer Robot 3T avec Scoop. Avant, j'utilisais beaucoup Chocolaté. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un autre package manager pour Windows. Alors, je l'ai beaucoup utilisé. Après, j'ai découvert Scoop et Scoop est vraiment bien. Franchement, Scoop est exceptionnel. Le seul défaut de Scoop, c'est pour les navigateurs web, parce qu'en fait, les navigateurs web, ils se mettent à jour tout seuls. Du coup, il vaut mieux pas installer les navigateurs web par Scoop. Pareil pour VS Code, il se met à jour tout seul, donc je préfère l'installer par Ninite. Donc là, vous voyez, Robot 3T est installé. Normalement, si je veux gérer du Mongo, j'ai mon petit Robot 3T, donc oui, next, finish. Et là, je peux gérer du Mongo. Voilà, je peux me connecter à la Mongo d'un client, travailler. Donc là, c'est bien. On a notre Git. C'est parfait. On va installer du coup Node et Yarn si vous êtes mené à faire du développement tout simplement sur Node. Donc je sais juste pas si Node est disponible. Donc il y a Node.js qui est disponible, donc on va vite installer ça. Je sais pas s'il y a un bucket dédié pour Node. Non, il y a un bucket dédié pour Java et pareil pour JetBrains. Donc voilà, il y a même, si jamais vous voulez installer les outils de JetBrains, vous avez un bucket qui est là et vous pouvez le faire. Pareil pour le PHP et c'est tout. Vous avez un bucket de versions, ça c'est vraiment bien parce que vous pouvez du coup installer 2 versions d'un même logiciel grâce à ce bucket là. Ça c'est stylé. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais juste installer Node.js Yarn qui est un package manager pour Node. Maintenant, si je fais un Node-version, c'est installé. On va installer également NVM. Donc, je vais juste regarder s'il est disponible, mais de mémoire, oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'NVM quand vous faites du développement Node? En fait, NVM, c'est un petit logiciel qui va vous permettre d'installer plusieurs versions de Node. Donc vous pouvez faire NVM install 8, vous allez installer la version 8 de Node. Ça va juste vous permettre, c'est plus quand vous travaillez en entreprise en fait. En entreprise, vous allez avoir des projets qui vont tourner sur Node 14, voilà la dernière. Et après, vous allez travailler sur des projets qui seront en Node 8 parce qu'ils sont complètement legacy. Donc vous avez besoin également de Node 8 sur votre machine. C'est là qu'NVM entre en jeu parce que du coup on peut faire install 10, on installe la version 10. Donc là on a NVM, c'est nickel. Ce que je vous conseille si vous faites du développement Node, c'est que beaucoup de développeurs Node en fait ont un Mac et généralement aussi un Linux. Donc si vous voulez développer un peu comme eux, en fait on va activer quelque chose qui s'appelle le WSL Windows. Donc on va regarder un peu comment activer WSL pour pouvoir travailler avec. Donc ça, la documentation de Windows est très bien faite. Je vais le faire en direct avec vous, voilà, petite soirée détente. On va activer un peu tout ça sur une nouvelle machine qu'on va coller notre commande.
Et là, voilà, il dit attention, des privilèges élevés sont requis pour utiliser votre commande. Et là, c'est là que notre petite commande va rentrer en jeu, parce que du coup, on va taper sudo, il va nous dire voulez-vous lancer votre commande en tant qu'admin, et ça passe. Donc ça, franchement, c'est vraiment stylé, ce petit utilitaire sudo. Et là, il dit voilà, ça réussit. Donc ensuite, on doit activer ça également, donc voilà, on va le faire. Là, pareil, hein, si je fais pas sudo, je vais pas savoir lancer la commande. Donc soit je lance PowerShell en tant qu'admin, ou soit je fais un sudo dans mon petit terminal et ça passe. Pour lancer PowerShell en tant qu'admin, rien de plus simple. Hein. Vous allez ici, vous tapez PowerShell, vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur et vous pouvez lancer en tant qu'admin. Donc là voilà, normalement j'ai tout. Il nous dit WSL, vous devez définir sa version par défaut en tant que 2, mais je pense c'est ça que c'est pas encore reconnu. En fait il faut qu'on redémarre notre Windows, donc on va le redémarrer. Hein. De toute façon on a installé plein de trucs, donc je crois que ça va lui faire du bien de redémarrer un petit peu. Est-ce qu'on l'a installé correctement? Alors, WSL impeccable. On lui dit déjà, voilà, nécessite une mise à jour de son noyau. Pour plus d'infos, tac tac tac, visitez ce site. Eh ben écoute, je vais visiter ce site. On va installer notre distribution. Si je tape WSL, est-ce qu'il me propose des distributions Linux? Alors oui, il m'en propose. Lesquelles je vous conseille? Si vous devez installer une distribution Linux pour développer sur votre machine, si vous avez déjà de la bouteille avec Linux, Arch Linux, il n'y a pas mieux, c'est vraiment le top. Fedora, j'ai bien aimé aussi. Ubuntu, mais Ubuntu, le souci, c'est que vous allez rencontrer pas mal de problèmes. Ubuntu, c'est censé être la distribution qui fonctionne out of the box, mais il y a quand même pas mal de soucis qui arrivent avec, et le problème, c'est que la plupart des gens, quand ils veulent aller sur Linux, c'est la première distrib qu'ils vont installer, et ils vont se dire, ouais, mais ton Linux, là, c'est de la merde, il y a ça qui fonctionne pas, ça a planté, j'ai fait ma mise à jour, ça a cassé tel truc. Donc, si vous avez de la bouteille, bien sûr, si vous avez déjà de l'expérience avec Linux, soit Fedora, soit Arch Linux, si vous n'avez pas besoin de Windows, ou si vous voulez faire un dual boot, vous installez soit l'un, soit l'autre. Donc, je vais vite aller sur les sites, hein. Sachant qu'Arch Linux, faut installer ça à la main. Je l'ai déjà fait plein de fois. Une fois qu'on a l'habitude, ça va, et franchement, il y a des tutos. S'il faut, on le fera dans une vidéo, comme ça, vous verrez comment faire. Et la documentation est vraiment bien fournie. Si vous voulez pas vous prendre la tête, une Fedora Workstation, vous pouvez installer les drivers Nvidia et ainsi de suite. Et si vous n'avez pas l'habitude de Linux, c'est la première fois que vous allez l'utiliser, je vous conseille deux distributions. La première, clairement, qui est beaucoup plus récente que Linux Mint, hein, finalement. Mais vraiment, vous n'y connaissez rien avec Linux, vous voulez l'installer sur votre machine et pas avoir de soucis, avoir les logiciels directement disponibles, téléchargez PopOS. PopOS, en plus, quand vous allez le télécharger, il y a une version, si vous avez une carte Nvidia, qui arrive directement avec l'ISO, et boum, vous pouvez avoir directement une Ubuntu fonctionnelle avec les drivers Nvidia, et ça c'est vraiment bien parce que généralement, quand on a une carte Nvidia avec Linux, il faut se battre pour la faire fonctionner. Surtout quand on est débutant. Après, quand on a l'habitude, on sait directement quoi installer, mais quand on est débutant, c'est bien d'avoir directement les drivers. Donc comme ça, vous voyez un peu... si vous voulez directement installer Linux sur votre machine. Bon, moi ici, vu que c'est pour une machine virtuelle qui va tourner dans le WSL et que je sais qu'Ubuntu finalement a travaillé avec Microsoft pour mettre en place WSL, je vais installer Ubuntu. Je sais qu'ils ont travaillé ensemble main dans la main. Si jamais vous voulez payer, il y a des trucs payants. Il y en a une d'ailleurs que j'avais payé, c'était je sais plus laquelle. Je n'utilise plus d'ailleurs. Ici, Penguin entreprise. Ah, c'est pas celle-là que j'ai acheté alors. Ah si, propriétaire, c'est ça. Par contre, moi, elle ne coûtait pas autant. Hein. Je l'avais genre payé 10 €. Je sais pas pourquoi ils m'ont économisé. Mais voilà, donc elle arrive. Elle est basée sur Red Hat, celle-là de mémoire. Et elle arrive avec tout qui est déjà configuré. Mais franchement, vous pouvez installer une Ubuntu et configurer rapidement. Ça va aller vite. J'ai en même temps ce logiciel-là, X410. Il y a une version gratuite. Ça, c'est la version payante. Qui ne coûtait pas ce prix-là. Je sais pas pourquoi ils affichent des prix pareils. X410 qui permet de lancer des logiciels graphiques Linux directement dans votre Windows grâce à WSL, hein, de manière très très rapide. Il y a une version gratuite, je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est GWSL. C'est ça, ouais. Bon, moi j'ai X410 qui fonctionne très bien, j'en étais vraiment satisfait, donc je vais le garder. Donc là, normalement, on va pouvoir lancer notre Ubuntu. Elle est installée, on la lance, et là il va dire hop, ah, on nécessite une mise à jour du noyau. On va faire notre mise à jour tout de suite parce que sinon on va pas savoir installer Ubuntu. Je suis repassé en version 1, je mettrai à jour après.
Ah oui, pardon, j'ai pas activé. Donc, on va le refaire, on va le relancer. J'ai rebasculé en version 1, je vais pas me prendre la tête, j'ai des meilleures performances en version 2. Faut quand même reconnaître qu'en version 2, ils ont amélioré pas mal de choses. On va rester en version 1, on va installer notre distribution. Donc là, il nous dit, voilà, ta distrib Ubuntu, elle s'installe. Et ça s'installe... Allez, vas-y Windows, tu peux le faire. Voilà. Ensuite, il va vous demander votre nom d'utilisateur et un mot de passe. Et ensuite, vous avez votre Linux installé, impeccable, schéma Linux qui fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est maintenant mettre à jour vers la version 2. Voilà, merci. Oh là là, cette documentation française qui n'est juste pas à jour en fait. Donc, là, heureusement, la documentation anglaise va me permettre de le faire. Maintenant qu'il est téléchargé, on va lancer la mise à jour du kernel. Ah ben voilà, c'est bien mieux comme ça. Maintenant c'est bon, on va mettre à jour notre distribution vers la version 2, donc c'est Ubuntu. Ah, j'ai pas la complétion. 20.04 et bah, si tu pouvais la mettre en version 2, il va la convertir à son aise. Si tout se fait correctement, normalement ça devrait être bien. Alors pourquoi finalement passer en version 2? C'est que la version 1 en fait c'est une émulation finalement de kernel Linux en fait dans Windows, tandis que sur la version 2 on a carrément le kernel Linux qui tourne dans une machine virtuelle derrière grâce à Hyper-V, ce qui fait qu'on gagne énormément en performance. Là il lance les outils très rapidement, c'est plus de l'émulation. Là, on est vraiment sur... il lance directement le logiciel comme s'il était dans Linux. Donc ça, c'est vraiment super. Et le désavantage, par contre, avec de WSL2, c'est que malheureusement, il consomme un peu plus de mémoire vive. Mais sinon, franchement, c'est négligeable. Quand je vois les gains en perf, c'est négligeable. Donc là, je peux installer également Node. On va installer Yarn. Peut-être mettre à jour notre distribution avant, avec le petit apt. Donc sur Windows, sur Ubuntu, le gestionnaire de paquets, c'est apt. Donc voilà. On va mettre à jour tout simplement notre distribution. Notre distribution, d'ailleurs, est apparu ici, voilà. Donc on peut ouvrir un nouvel onglet directement sur notre distrib Linux. On a 81 mises à jour à faire, donc on va faire les mises à jour. Allons-y, on fait les mises à jour, ensuite on va installer notre petit Node, notre petit Yarn. Ce qu'on peut déjà faire, c'est dans VS Code, en fait, ils ont une extension qui permet de lancer VS Code dans WSL directement, en fait. Donc c'est Remote. Et il nous le dit, voilà, vous avez WSL installé, installez tout simplement Remote WSL. Donc moi, ce que je vais faire, j'installe pas que WSL, ils ont un pack qui s'appelle Remote, et si jamais je dois travailler sur des containers Docker, sur des serveurs, ben au moins j'installe leur pack Remote développement. Il y a tout directement qui s'installe, donc SSH, container et compagnie. Au moins on a vraiment tout. Donc là maintenant, donc il faut le temps qu'il fasse sa mise à jour, mais je peux du coup lancer code. Je vais d'ailleurs créer dans mon dossier personnel un dossier dev. Pourquoi je me crée un petit dossier dev à la racine de mon dossier personnel? Donc on va le voir, hein. Je l'ai créé dans Linux. Mais si je remonte, on va le voir dans Windows. Hein. Ce dossier dev est ici. Donc vu que je sais que c'est un dossier où il y aura juste des choses, donc oui, tu peux l'activer si tu veux. Vu que dans ce dossier-là, il y aura finalement que les choses liées au développement, ce que je fais, je sais que c'est pas bien, mais sur Windows, je dois avouer que j'ai pas envie que Windows Defender commence à scanner tout mon autre module. Ça va ralentir quand je vais faire un npm install et tout. Ce que je fais généralement, c'est que dans les paramètres, ici gérer le paramètre, je vais lui ajouter une exception. C'est dans exclusion, ajouter une exclusion, dossier, et je vais rajouter mon dossier de développement. Et c'est dans ce dossier de développement que je vais travailler à chaque fois. Donc on va juste l'ajouter dev. Voilà, donc là tout ce qui est dedans, je vais avoir la paix. Pareil, tout ce qui est scoop, tu peux faire confiance, de toute façon c'est scanné derrière par VirusTotal, donc ces deux dossiers là généralement je dis tu t'en occupes pas, tu laisses faire. Comme ça, là je sais pas s'il a déjà fini de mettre à jour, non il est en train de mettre à jour, qu'on laisse faire. Normalement je peux déjà lancer code dans notre dossier. Donc on a notre VS Code sur Windows qui est censé démarrer. Donc on voit, il lance le VS Code serveur. Donc ici, vu que c'est la première fois, il va le télécharger. Et je vais pouvoir travailler sur le VS Code qui est sur mon Windows. Donc là, c'est le VS Code qui est sur mon Windows. Et là, vous voyez, il fait un opening remote. Et tout simplement, il démarre VS Code dans WSL. Donc là, on dit, t'inquiète, autoriser l'accès. Parce qu'il y a le pare-feu qui bloque certaines choses. On lui dit tu peux sans problème faire confiance. Et là voilà, on est dans WSL, donc j'ai bash, hein.
Si je fais CTRL-J pour afficher le terminal, j'ai Bash qui est directement lancé. Et donc je peux travailler directement. Alors je peux pas encore faire de Node. Normalement Node je l'ai pas installé. Par contre il me dit bah, tu peux très bien installer Node. Hein. C'est ce que je vais faire. On va installer Node.js. Je sais pas si les mises à jour sont finies. Non, on va encore attendre qu'il fasse ses grosses mises à jour. Comme ça on va pouvoir installer Node. On va faire notre petit script Node en vitesse qui va nous mettre un petit hello world. Donc voilà, on va installer Node.js. Oui, sur NPM, je peux l'installer. Et de mémoire, est-ce que je peux installer Yarn, je pense. Hein. Donc là, il va m'installer Node hein, sur ma petite Ubuntu. Je sais pas par défaut, Ubuntu installe quelle version? Peut-être la 14. NVM hein, aussi est disponible de toute façon sur votre Ubuntu. On verra un peu plus tard comment améliorer votre expérience au niveau du terminal. Hein. Pour l'instant, on utilise les trucs de base. Donc, si je fais NVM GitHub, donc pas la version de Windows, je veux juste la version Linux et Mac, c'est ça. NVMSH. D'ailleurs, sur Arch Linux, je peux installer NVM comme ça, grâce à mon gestionnaire de paquets. Je ne sais pas si c'est le cas d'Ubuntu. En tout cas, pour l'instant, il nous fait encore une belle installation. On va rechercher. Hein. NVM n'est pas disponible. Non. Donc il faut tout simplement l'installer de ce petit script. Hein. On va le copier pendant qu'il installe tout. Et il va le mettre directement dans notre home de notre machine virtuelle, donc de notre petit Linux qui tourne derrière. Et là il nous dit, tac, n'hésitez pas à mettre ça dans votre bash RC. Donc de mémoire, il est censé l'avoir fait. Donc je peux éditer hein, comme ça un fichier qui se trouve dans mon home. Donc là je peux éditer mon petit bash RC grâce à VS Code. Donc là normalement il est censé lancer un VS Code. Voilà. Qui se trouve dans mon home, hein, il se trouve dans mon Linux. Et là boum, je l'affiche avec mon code sur Windows. Alors c'est un peu lent, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, sur votre machine ça va aller beaucoup mieux. Donc c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer le gestionnaire de tâches. C'est parce que là, je suis sur une machine virtuelle et je dois avouer que j'ai été un peu radin avec elle. Je lui ai alloué que 4 Go de RAM. Et là, je suis en train de faire tout ça, lancer code, lancer ma petite machine virtuelle et tout, avoir mon VS Code, mon petit Chrome, enfin mon petit Edge, mais c'est Chrome en fait qui est derrière. Tout ça avec 4 Go de RAM, donc c'est vraiment... C'est pour ça que vous voyez un peu que le PC là, ici, ah, j'ai du mal. Toi, si tu m'avais donné 8 Go, on aurait été mieux là. Mais là, 4 Go, là c'est chaud, c'est chaud. Ah bah voilà, il m'a rajouté, nickel. Bah, il a déjà rajouté ça, donc j'ai pas besoin de le mettre. C'est magique. Là, normalement, j'ai NVM. Hein. Non, il a pas encore trouvé NVM. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un source de notre bash RC. Et là, il a NVM. Voilà. Donc là, c'est nickel. Donc, si je veux installer la version 10, NVM installe 10. Bah, comme je vous l'ai montré, hein, c'est exactement le même principe que sur Windows. Donc là, il va me télécharger la version 10. Donc si vous êtes en entreprise, vous avez un logiciel qui tourne avec la version 10, vous faites nvm install 10. Donc là, il l'installe, on attend. Est-ce qu'au niveau de Node, il a tout installé? Non, il est encore en train d'installer. On va le laisser faire, la machine, elle est un peu au bout de sa vie, je pense. Donc à mon avis, une fois qu'on aura fait ça, on peut déjà commencer à faire un petit script, hein, en attendant. Faire un petit script Node. Test.js, allez, on va pas se prendre la tête. Et on va juste faire un console log. Hello world. Je suis un peu augmenté pour vous, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est très petit sur le retour. Pas non plus que je vous prenne pour des aveugles. Non, Windows, t'inquiète, on a compris. On a compris. Donc là, normalement, quand il aura installé Node, je vais pouvoir lancer mon petit script. Il est à 58%, donc on attend encore. Donc là, voilà, il m'a installé la version 10, donc lui, il va beaucoup plus vite en tout cas. Donc là, normalement, j'ai Node. J'ai la version 10 que NVM a installé, donc c'est pas encore la version, pas cette version là, sinon lui il est censé installer la 14 je pense, hein. Il suffit d'attendre. Dans les commandes qu'on a avec NVM en attendant, on a installé pour installer une version, use pour utiliser, on a des alias pour dire bah voilà c'est ma version par défaut et ainsi de suite. On peut de mémoire désactiver NVM, hein. Unload c'est ça, unload NVM from shell et vous pouvez c'est ça désactiver, déactiver. Mais là je peux déjà lancer mon script, hein, comme ça vous le verrez. Donc là normalement il a la version 10, on peut exécuter notre petit script. Hello World. Donc là, on a carrément un script qui tourne, et c'est là que c'est vraiment excellent. Ça tourne dans une distribution Linux, ça tourne dans Ubuntu 20.04, mais on est dans Windows. On utilise le VS Code de Windows. On a le terminal ici de Windows, mais on a en même temps notre petite machine qui tourne super bien, et vous pouvez comme ça vraiment travailler sur Windows avec des gens qui ont peut-être un Linux sur leur machine ou qui travaillent avec un Mac, et vous pouvez travailler sur les mêmes projets. Donc là franchement c'est magique. On a du coup notre setup qui est fait, hein. Donc si je désactive NVM, ici aussi on va devoir le ressourcer, du coup je vous rassure, ça il faudra pas tout le temps le faire, c'est parce que ici c'est deux onglets qui étaient ouverts avant que je n'installe NVM tout simplement. Donc là je peux déactiver, je crois que c'est deactivate
Voilà. Et du coup, maintenant, je peux taper Node. Ma version, c'est la 10.19. Ok. Donc en fait, la version qui vient avec Ubuntu, c'est la 10.19. C'est une vieille version. C'est dommage. Surtout que je peux installer la LTS. La LTS, c'est 14, je crois. Donc avec NVM, je peux normalement installer... Donc en faisant un petit ls remote, on va voir les versions qu'il me propose. Ouais, non. Là, tu me proposes quand même deux versions. C'est gentil, mais non. Alors, normalement, je peux faire install LTS. Installe-moi la 14. Du coup, ce sera bien pratique d'avoir ce petit NVM dans Ubuntu 20.04. Parce que j'ai l'habitude avec Fedora et Arch Linux d'avoir Node 14 directement qui s'installe quand j'installe Node sur une machine. Je sais pas que sur Ubuntu, on avait la version 10, c'est assez bizarre. Surtout que quand Ubuntu 20.04 est sorti, on avait de mémoire déjà Node 12 en LTS, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà. Je vais juste définir par défaut. Donc on va juste faire nvm alias default. Et on va lui dire que c'est la... par défaut, c'est la 14. Donc là, si je refais un ls, on est toujours sur la 14. Et vous allez voir un petit changement. C'est que là, on avait par défaut la 10. Et maintenant, par défaut, on a la 14. Donc là, c'est nickel. On se retrouve avec une autre 14. Je peux fermer ça. Fermer tout. Je peux du coup fermer mon shell. Rouvrir mon shell. Vérifier quelle version de Node j'ai bien la 14. Relancer mon script. Impeccable, voilà. Donc franchement, durant cette petite session d'une heure, on s'est mis bien. Voilà, petite soirée setup d'un Windows pour travailler un peu en Node. On a installé les outils de base, hein. On est parti de zéro. On a installé notre petit terminal. On a installé WSL, on a installé notre distribution Linux, on l'a mis à jour. On a installé Node également dans la distribution Linux. On a installé VS Code, on a installé les navigateurs web dont on avait besoin. On a tout installé. Finalement, là, on se retrouve avec un beau setup de base en une heure. C'est propre. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne, hein. De toute façon, je compte sortir au minimum une vidéo toutes les 2 semaines. Donc ce sera des vidéos à chaque fois, surtout au début, sur le développement, parce que c'est vraiment ce qui me passionne et j'ai vraiment envie de vous partager cette passion et envie de vous donner des tips si vous êtes par exemple étudiant ou si vous êtes jeune développeur ou même senior, parce que finalement on a à apprendre à tout âge. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, donner des petits conseils en commentaire, n'hésite pas à me dire quel outil tu utilises finalement sur Windows. Est-ce que toi tu préfères ne pas utiliser WSL? Pourquoi? Quel terminal tu utilises sur Windows? Est-ce que tu étais habitué au terminal? Est-ce que tu connaissais le terminal? Est-ce que tu utilisais un gestionnaire de paquets? Est-ce que tu connaissais Scoop? Donc voilà, n'hésite pas. En tout cas, moi je te dis à dans 2 semaines. Bonne soirée à toi. Salut!